400 navires, 30 000 guerriers, une muraille de coques et de fer glissant en silence vers l'embouchure du fleuve Baïdang comme une promesse de fin. Il venait du nord, porteur d'un empire. Kublai Khan avait envoyé sa force la plus vaste et la plus déterminée pour écraser Dai Viet. Devant cette marée humaine et métallique, la nation qui défendait ses rizières et ses villages paraissait à première vue une proie minuscule. Il n'avait pas choisi la confrontation frontale. Il n'avait pas édifié une flotte comparable, ni rassemblé une armée qui rivaliserait en taille. À la place, un homme avait choisi de parier sur le temps, le bois et la mémoire du fleuve. Son nom, encore aujourd'hui, résonne comme une mise en garde. Trôn Ân Dao. Trôn Ân Dao n'était pas un héros de fresque mythologique, mais un stratège pragmatique. Il connaissait les nombres, mais savait surtout lire les paysages. Il savait où le fleuve trahissait sa profondeur, où les bancs de sable se déplaçaient avec la lune, et surtout, il connaissait le rythme des marées comme on connaît le battement d'un cœur. Tandis que la flotte ennemie s'avançait, lourde et confiante, lui et ses hommes travaillaient dans l'ombre. Ils se préparaient à transformer l'eau elle-même en piège. Imaginez la scène. Au loin, une ligne noire sur l'horizon. La flotte mongole avance telle une barrière. Près des rives, sur de petites embarcations, des silhouettes s'affairent. Elles ne portent ni grands étendards ni canons. Elles portent des clous, des coins, des ficelles et des pieux taillés dans un bois dur comme du fer. Les artisans qui trimballent ces pieux sont des paysans, des pêcheurs, d'anciens marins. Ils forment le cœur de cette opération secrète, une main invisible qui prépare la piège. Tout se joue sur un détail que l'ennemi ignore. Le fleuve a une mémoire. À marée haute, il efface ses secrets. À marée basse, il les rend visibles. Trôn Ân Dao et ses lieutenants exploitent ce rythme comme un général exploiterait le moral de son adversaire. Ils ont étudié la lune, ils ont consulté les marées, ils ont calculé l'heure où l'eau, docile quelques instants plus tôt, se retire pour dévoiler des crocs de bois. Les pieux eux-mêmes étaient une science. Ils n'étaient pas simplement enfoncés à l'aveugle. On taillait des tronçons de bois très durs, souvent des essences locales presque aussi résistantes que du fer. On les ferronnait lorsque cela était possible pour augmenter la pénétration, et on les plantait inclinés vers l'aval, de sorte que la coque d'un navire, poussée par l'onde, vienne buter dessus et se percer. Ils étaient positionnés en rangées serrées, à intervalles précis, là où la profondeur à marée basse devenait insuffisante pour les gros bâtiments ennemis. Leur placement exigeait une cartographie fine, sondage du fond, repérage des cordes de filière, mémorisation des bancs de vase. Des marques temporaires posées sur la rive, des auges repérées par signes discrets, des pêcheurs complices qui, la nuit, guidaient les plantations. L'opération prenait des semaines, parfois des mois. Sur l'écran, une carte animée montrerait ces lignes invisibles. Des traits rouges là où les pieux sont plantés, des vagues indiquant le niveau de la marée haute puis basse. Une coupe transversale du fleuve ferait comprendre l'idée simple mais imparable. À haute mer, rien à voir. À basse mer, des dents de bois surgissent. La patience était cruciale. Il ne s'agissait pas d'un coup isolé, mais d'un orchestre de lenteur. Chaque village qui participait prêtait des outils et des bras. Chaque nuit de lune claire était utilisée pour creuser et enfoncer les poteaux. Les hommes travaillaient sans fanfare, à la lumière chiche de lanterne, le dos courbé, les mains trempées de boue. On murmurait. On craignait de se faire surprendre par l'ennemi, mais l'ennemi n'avait pas encore compris. Comment aurait-il pu? Quels espions auraient cru que le secret d'une défaite se trouverait dans un bois planté dans de la vase, invisible sous la marée haute? La grandeur d'une armada aveuglait. La science des marées au service de la stratégie, il faut l'expliquer simplement. Le fleuve monte et descend sous l'influence de la lune et des masses d'eau côtières. Les grandes marées, dites de printemps, produisent des amplitudes maximum. Les petites, dites de mortes eaux, donnent moins. Les stratèges vietnamiens attendaient la période où la marée haute serait suffisante pour laisser la flotte mongole pénétrer profondément dans le chenal, puis où la marée basse, quelques heures plus tard, laisserait leurs navires à la merci des pieux. C'était une course contre le temps. Le moment opportun durait peu, peut-être 1 heure ou 2, pendant lesquelles la marée révélait la trahison du fond. À l'intérieur de ces préparatifs, il y avait aussi un travail d'illusion.
Les défenseurs savaient que la meilleure embuscade est celle qui n'éveille pas la méfiance. Ils laissèrent donc filtrer, volontairement, des signes de faiblesse, feintes de désorganisation, rumeurs de fuite, signes de panique contrôlée. Tron Indao avait besoin que les Mongols croient pouvoir pénétrer le fleuve sans risque. Il fallait les attirer jusque-là. Les personnages anonymes donnent chair à la stratégie. Parmi eux, un archer appelé Mine, nom commun, visage usé par le sel et le vent, sert de fil rouge humain. Ancien pêcheur devenu soldat, il a perdu un frère dans une précédente razzia. Sa charge n'est pas seulement technique, il doit monter la garde, observer, apprendre le tempo des marées et, quand viendra son heure, tirer d'une manière qui complète l'œuvre déjà commencée par le bois. Il parle peu, mais ses mains savent mesurer une corde et hisser une embarcation en silence. Ce sont ces silhouettes modestes derrière les actes décisifs. Le plan n'était pas seulement planté dans la vase, il trouvait sa force dans la coordination. Des vigies sur les rives étaient postées pour observer les premiers mouvements de l'ennemi. Des barques de harcèlement, petites, rapides, souvent remplies d'archers, devaient provoquer, reculer, attirer. Les signaux étaient codés. Un petit drapeau blanc levé au bon moment, un chant étouffé, le balancement d'une lanterne sur une perche. Tout devait se produire avec le silence d'un crime parfait. Et puis vint le jour. Les vents furent favorables aux Mongols, qui se présentaient enfin en nombre. Le spectacle était impressionnant. Galbures de coqs luisant au soleil, rangs d'hommes en armure, banderoles flottant. Togan, leur commandant, ne manquait ni de confiance ni d'expérience. Aux yeux de beaucoup, ce fleuve n'était qu'un passage. Il eut tort. Sur le chemin, la petite flottille vietnamienne fit ce qu'on lui avait demandé. Elle se montra, chanta presque une provocation légère, puis recula. Les Mongols, convaincus, craignirent davantage la fuite que le piège. Ils pensèrent tenir un avantage moral. Ils pressèrent l'attaque. Leur flotte, plus lourde, avançait en bloc. Elles entraient dans le chenal, sur des eaux qu'elles jugeaient sûres. Elles ignoraient les dents sous-jacentes. La montée de tension se fit presque imperceptible. D'abord des petits bruits, un craquement sourd, comme un os qui plie, puis des mots étrangers, des cris. Une première escorte fut ralentie, un navire large, long, avec des ponts élevés, qui heurta quelque chose qu'il ne voyait pas, et resta immobile comme une proie clouée au rocher. Les hommes à bord frappèrent les flancs, tentèrent de dégager l'embarcation, des échelles furent dépliées, des cordes lancées, mais la marée commençait à descendre, et l'angle de la coque laissait apparaître sa vulnérabilité. Les pieux, inclinés vers l'aval, avaient frappé sa proue comme des lames. La panique désormais était semée. La narration sensorielle doit ici prendre le pas. Le bois qui craque, la corde qui claque, un jabot de fumée soudaine lorsque le feu se propage, l'air saturé d'odeurs de résine et de sel. Des archers cachés sur les rives tendent leurs cordes et décochent. Chaque flèche vise un mât, un auban ou un homme. On évite le spectacle graphique des morts, on préfère montrer une main qui chute, un drapeau qui se plisse en s'éteignant, un tambour qui cesse. L'effroi est palpable, mais traité avec retenue.
Mais la flotte mongole n'était pas sans ressources. Ils envoyèrent des équipes avec des cordeaux et des outils, tentant de couper ou de déloger les pieux. Des combats de proximité éclatèrent, des barques s'entrechoquèrent. La complexité de la manœuvre vietnamienne se manifestait ici. Les bateaux de harcèlement, légers et rapides, attaquaient perpétuellement, obligeant l'ennemi à disperser ses efforts. Sur le sol, sur les rives, des vagues d'archers pressaient, frappant dès que la tête ennemie se montrait. C'était une boucherie d'ingéniosité, non de masse, technique contre nombre. Cette première salve d'embûches n'acheva pas la flotte, elle la désorganisa. Le plan cherchait moins à détruire immédiatement qu'à transformer la supériorité en faiblesse. Chaque navire immobilisé coûtait des hommes, du matériel, du temps, et surtout minait le moral. L'armée mongole, pourtant aguerrie, commençait à sentir la fatigue et l'inquiétude, pas tant face à un ennemi plus fort que face à un ennemi que la nature, manipulée, avait rendu implacable. Sous la surface de ces événements se déroulait une autre guerre, la guerre psychologique. On entendait, la nuit, des tambours et des chants venus des campements vietnamiens, pas pour s'exalter, mais pour troubler. On laissait couler des rumeurs, on laissait croire à un repli imminent, on semait des faux indices de faiblesse pour attirer encore davantage. La patience de Chan Hang Dao se voilait d'un paradoxe, paraître faible pour infliger une faiblesse irréparable quand le moment viendrait. Ce moment approchait, les premières fortunes tournèrent. Les Mongols, surpris, essayaient d'affirmer leur supériorité par la brutalité et l'ordre. Mais l'ordre, sur un fleuve qui se retire, devient inutile. Il faut alors improviser. D'autres navires venant au secours des précédents heurtaient eux-mêmes des pieux cachés. Les chaînes d'entraide se gravaient dans la vase. Les hommes étaient isolés, souvent à hauteur de hanche dans l'eau froide, à travailler frénétiquement pour essayer de dégager ce qui les tenait prisonniers. C'était le type de labeur qui épuise et brise le moral. Sur la rive, Chan Hang Dao ne montrait rien d'éclatant. Son visage, sculpté par l'âge et l'expérience, restait impassible. Il n'avait pas besoin de hurler des ordres, car tout avait été répété des dizaines de fois. Les signaux subtils déclenchèrent la phase suivante. Plus d'embarcations de harcèlement, plus d'archers et surtout un resserrement du piège. La marée se faisait complice. Elle ne reviendrait pas à temps pour sauver ceux qui étaient déjà pris. Au milieu de ce chaos, une figure se détache, Togan. Les récits qui arrivent jusqu'à nous le décrivent comme un commandant courageux, pragmatique. Sur l'eau, il devait sentir la victoire vaciller. Il eut des moments où l'évidence du danger apparut, mais la grandeur d'une armada impose des choix lourds. Reculer, pour un chef mongol, porte un prix politique et symbolique. Rester, c'est accepter une souffrance croissante. Les décisions se prennent à coups de calcul et de fierté. Et puis, la marée, lentement, inexorablement, commença à perdre de son niveau. La voix du fleuve s'éleva comme un oracle. L'eau basculait. Les pieux, jusqu'alors invisibles, commençaient à caresser la coque. L'un après l'autre, les navires ralentirent. Leur silhouette, qui semblait jusqu'à présent dominer la surface, devint vulnérable. Les petites embarcations vietnamiennes, qui jouaient maintenant un rôle actif, pressèrent. Les flèches pleuvaient avec une précision terrible. Elles cherchaient tout ce qui pouvait être touché de l'extérieur, poulies, mâts, mains qui manœuvraient. La scène, pour l'observateur, était presque surréelle. Des hommes aguerris, vêtus d'armures lourdes, forcés de lutter pieds nus dans la vase, la cohésion brisée par la nature apprivoisée par leur adversaire. Nature et ingénierie se combinaient, la marée révélait, le bois empale, le feu consume, les archers achèvent la confusion. Les grands navires, faits pour l'abordage et la charge, se trouvent incapables de manœuvrer. Ils patinent dans un piège qu'on ne voit qu'une fois le mal déjà fait. Le premier grand navire qui resta cloué devint une lanterne noire. Ses voiles, mises à feu par une flèche enflammée, prirent, et la fumée monta, ruban funèbre vers le ciel. Les cris se mêlèrent au craquement. Il y eut des tentatives de remorquage, des équipes qui sautaient d'un pont à l'autre pour essayer de reprendre la situation. Mais à mesure que la marée continuait de décliner, le champ des possibles pour les Mongols se réduisait. Le piège ne cherchait pas l'anéantissement immédiat de tous, il cherchait à diviser, à asphyxier la chaîne logistique,
hommes, navires, morale, jusqu'à ce que le tout se brise. À cette étape, la narration doit marquer une respiration. Les événements ont basculé, mais la bataille n'est pas conclue. Les pertes déjà subies par la flotte mongole posent un problème stratégique majeur. Continuer en mer devient périlleux, réorganiser la marée humaine exige temps et ressources que l'ennemi n'aura peut-être pas. Le plan de Chen Hundao a fonctionné à la perfection technique. L'effet psychologique commence à ronger leurs repères. Mais le plus dur reste à venir. L'armée qui ne peut tenir la mer doit se replier sur la terre ferme. Et là s'ouvrira un autre théâtre de guerre, un théâtre de guérilla, d'embuscade et d'épuisement. La mer a révélé sa trahison, la terre sera son juge. Avant d'aborder ce nouvel acte, il est utile de se rappeler quelques chiffres qui donnent l'échelle de la menace. On parle d'environ 400 navires et 30 000 guerriers au départ. Les annales, cependant, sont imprécises sur les pertes exactes. Certains récits évoquent qu'un nombre infime de navires regagna la mer, d'autres que seules quelques dizaines revinrent. Ces écarts méritent d'être signalés. L'essentiel n'est pas tant dans la précision des pertes que dans la rupture stratégique que la manœuvre a infligée à l'expédition mongole. Leur ligne de ravitaillement était désormais vulnérable, leur morale brisée. Si cette histoire vous captive et que vous voulez suivre la suite de ce récit de tactique et de patience, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. La préparation, la science des marais, la mise en scène et l'entrée dans le piège composent le cœur de la stratégie secrète. Mais la mer n'est qu'une première manche. Les images d'agonie des navires retenus à la vase suffisent pour signifier le prix du combat en mer, mais l'ennemi, s'il survit, n'abandonnera pas la campagne. Il cherchera refuge sur les routes de campagne, dans les forêts et les montagnes. Là commencera une autre séquence, la guerre d'usure imaginée par ceux qui savent que le cœur d'un peuple ne se brise pas en un combat. Avant que les Mongols ne se replient et que la terre ne prenne la forme d'un second champ de bataille, il reste à décrire un dernier tableau, presque intime. Dans la pénombre d'une rive, des familles regardent de loin. Elles voient des silhouettes s'affairer, des lueurs de feu, puis la fumée. Elles entendent des mots étrangers qui se perdent dans le vent. À l'ombre des hamacs, des vieillards prient, non pas pour la victoire glorieuse, mais pour que leurs fils reviennent. Cette humanité discrète témoigne du prix que paie chaque peuple quand la stratégie se transforme en réalité. La stratégie secrète a été dévoilée dans son mécanisme, la combinaison du bois, des marais, de la patience et des petites embarcations de harcèlement. Ce que nous avons vu jusqu'ici est la première séquence, l'embuscade fluviale. Le rideau n'est pas encore tombé. Les navires pris, les hommes désorganisés, les torches isolant des silhouettes, tout cela annonce la suite. L'ennemi qui pensait dominer la mer doit maintenant réapprendre la guerre sur la terre qui connaît les noms de ses défenseurs. Le fleuve, lui, reprendra sa course. Les pieux resteront comme des dents dans sa bouche jusqu'à ce que la mémoire collective en fasse des légendes. Mais entre la victoire partielle et le retour à la paix, il y a des étapes. Reprise d'initiative, attaque silencieuse, marché coupé, route bloquée. C'est là que l'art de l'épuisement va prendre la relève et que le prix humain se comptabilisera autrement. Nous avons encore à raconter la suite, comment les Mongols meurtris tentent de se ravitailler, comment la guérilla vietnamienne transforme le pays en labyrinthe mortel, et comment, dans un défilé préparé, l'armée d'invasion trouvera finalement sa dernière défaite. Mais tout cela repose sur ce qu'on a vu ici, une stratégie discrète, quasi invisible, qui sait attendre la lune et mettre le fleuve en procès. Lorsque la mer eut révélé sa trahison, l'arme la plus redoutable des Mongols, leur mobilité et leur logistique, se trouva privée de son élément. Les grandes coques, autrefois orgueilleuses, avaient été clouées à la vase. Les hommes qui en dépendaient durent choisir la terre comme théâtre. Ce choix n'était pas neutre. La terre, pour les envahisseurs, était inconnue. Elle ne fonctionnait pas selon la même carte qu'ils connaissaient. Là où tout avait été planifié à l'échelle d'un empire, se dressait désormais un labyrinthe de rizières, de forêts marécageuses et de sentiers secondaires dont chaque brin d'herbe pouvait cacher un projectile, chaque chemin un piège. Les Mongols avancèrent donc, contraints et pressés.
Leur colonne, lourde de blessés, d'équipements humides et d'une foule de captifs, se mit en marche vers l'intérieur, en direction de ce que, pensait-il, serait une solution: rejoindre des positions plus favorables, rétablir des lignes de ravitaillement, peut-être frapper la capitale. Mais l'adversaire qui les guettait ne cherchait pas l'affrontement frontal. Tron Han Dao et ses lieutenants avaient prévu ce moment. La mer avait été le premier acte, la terre serait le second. Et le second, acte comme le premier, reposerait sur la patience, la connaissance du terrain et la coordination d'une population entière. La stratégie de harcèlement se déploya en couches. Au premier plan, les petites unités vietnamiennes, éclaireurs, archers montés sur de maigres poneys, paysans armés de fourches et de piques, commençaient à opérer des embuscades ponctuelles. Elles attaquaient les convois de ravitaillement, surprenaient les sentinelles isolées, coupaient des têtes d'approvisionnement. Mais ce n'était pas seulement la pratique militaire classique, c'était une guerre de détail. Un pont était brûlé au bon endroit la nuit, un chemin muletier était rendu impraticable par des fosses dissimulées, des vivres jugés inoffensifs étaient souillés d'amertume. Selon certaines sources, des sabotages plus graves ont eu lieu, mais les récits varient et méritent prudence dans l'affirmation. L'idée n'était pas de massacrer massivement d'un seul coup, mais d'éroder, jour après jour, la capacité logistique d'une armée qui dépendait d'un flux continu de nourriture, de montures et d'équipements. Au cœur de cette stratégie se trouvaient les hommes anonymes, dont la bravoure tenait moins à une geste individuelle qu'à leur discipline collective. On imagine des paysans noctambules, portant des ballots, plantant des pieux le long des single tracks, préparant des leurres dans les rizières. Le petit village devenait un maillage de soutien. Des femmes tendaient des cordes depuis les buffles, des enfants signalaient les détachements ennemis, des anciens montraient les sentes sûres. L'effort national était discret et patient. Il ne cherchait pas des épilogues héroïques, mais un étouffement méthodique. La guerre psychologique prit des formes subtiles mais efficaces. Les tambours dont on a parlé ne faisaient pas que rythmer la nuit, ils créaient des impressions destinées à troubler le sommeil et à semer la méfiance. À l'arrière des camps mongols, des feux apparaissaient soudainement, s'éteignaient, réapparaissaient à un autre endroit, des messages contradictoires étaient envoyés, des guides payés se détournaient vers des marais. Le but était simple, rendre l'environnement mental aussi hostile que l'environnement physique. Une armée affamée ne prend pas les mêmes risques qu'une armée sûre de son ravitaillement. À ce stade, le rôle des éclaireurs vietnamiens fut déterminant. Ils nourrissaient un flux constant d'informations. Ils signalaient les détachements faibles, localisaient les gourdes d'eau croupies laissées négligemment, repéraient les rotations de sentinelles. L'intelligence locale opérait comme un système nerveux, sensible, rapide, parfaitement adapté à ce type de guerre. Les Mongols, malgré leur adaptabilité proverbiale, perdaient du terrain psychologique. Une troupe qui ne sait plus où trouver de l'eau ou du pain se transforme lentement en une masse vulnérable. Les affrontements étaient souvent brefs et intenses. Dans une rizière transformée en embuscade, des barques légères glissèrent silencieusement sous la lueur d'une lune triste. Des archers postés au ras de l'eau tirèrent pointes de feu et flèches, frappant les hallebardes des Mongols. Le choc était brutal, le retrait organisé. Les assaillants vietnamiens ne cherchaient pas la poursuite longue. Ils faisaient une sortie, frappaient, puis repliaient, emportant captive une charrette de grains ou s'emparant d'un petit butin. Ces chocs répétitifs eurent le même effet qu'un mauvais rêve prolongé. L'ennemi commença à douter de ses itinéraires et de ses heures. Au fil des semaines, la météo elle-même devint une alliée. Les pluies de la mousson fondirent en ruisselets qui transformèrent les pistes en bourbiers, immobilisant chariots et troupes. Les cavaliers, véritables piliers de la machine mongole, perdirent leur mobilité sur ces chemins embourbés. Les chevaux, nourris d'herbes sèches et de grains, s'affaiblirent, parfois moururent. L'effort logistique pour maintenir ces montures devint écrasant. Le paysage, que l'ennemi avait d'abord perçu comme une avenue, se métamorphosa en un piège. Pendant ce temps, sur les maisons des villages, on récitait des prières discrètes et l'on préparait les vivres. C'était une guerre de patience autant que d'adresse, une longue usure où l'énergie se mesurait en jours et en réserve de riz.
Les Mongols, pour la première fois, faisaient l'expérience d'un autre temps, celui de la lente combustion, non de l'étincelle. Ils avaient conquis des steppes et des cités en un élan. Face à la persistance d'un peuple, ils se trouvaient piégés par leur propre besoin de résultats. De temps à autre, des épisodes tragiques ponctuaient cette stratégie. Des détachements isolés tombaient en marche. Des notables, persuadés que la reddition offrirait un accord, se voyaient trahis par des circonstances prévues. On ne peut nier le prix humain de ces semaines. Civils et soldats des deux camps payèrent un tribut. Mais l'objectif fixé par Chan Hung-dao restait constant: transformer la supériorité en faiblesse, exploiter les fragilités. Et puis, après ces mois d'épuisement et de petites victoires, vint l'heure de la décision. Chan Hung-dao repéra un endroit où la géographie se prêtait à un écrasement final, un défilé resserré, protégé par des hauteurs abruptes, un couloir où la mobilité ennemie se réduisait à néant. Ce lieu, connu des habitants sous le nom de Hamtu, devint le théâtre choisi. Là, l'ennemi serait comprimé, là, ses lignes pourraient être brisées sans confrontation frontale massive. Le choix de Hamtu valait par sa capacité à maximiser la densité de dégâts, peu d'espace pour manœuvrer, de nombreuses positions d'altitude pour l'archerie et la projection des projectiles lourds. Les préparatifs pour l'assaut final furent minutieux. Les habitants des montagnes et des vallées se mobilisèrent pour transporter des pierres, des troncs, des cordes et des poutres. Des rampes et des fosses furent préparées, dissimulées sous des branchages et des feuilles. Des forces spéciales d'enfants du pays, aguerris à l'art du passage secret, établirent des postes de tir sur les pentes. Des équipes d'ouvriers placèrent des sortes de coussins de bois et des toiles qui, une fois arrachées, laisseraient glisser des roches vers la colonne. On disposa aussi de réserves de flèches efficientes et de javelots. L'idée n'était pas de se livrer à un assaut frontal, mais de faire tomber sur l'ennemi, par la hauteur, la pesanteur et la précision, une pluie meurtrière d'objets inévitables. Si des schémas animés étaient projetés pour un public moderne, ils montreraient Hamtu comme une gorge en entonnoir, un flux de matière humaine qui entre, plus étroit que profond, pour se retrouver pris entre deux murs vivants. Des icônes sur la carte indiqueront les positions d'artillerie humaine sur les crêtes, les caches le long du flanc, les chemins de fuite tronqués. Le spectacle, dans la réalité, n'était pas d'un romantisme naïf. Il fut froid, méthodique, calculé. Les Mongols, quand ils atteignirent Hamtu, étaient déjà amenuisés par la mer et par la terre. Ils entrèrent dans le défilé selon des schémas conservateurs, conscients du risque, mais leur nombre et leur discipline les animaient d'une certaine confiance. Ils marchaient serrés, croyant sans doute que la masse les protégerait d'un coup. Mais la masse, dans un entonnoir, devient une proie compacte. Chaque roche qui roulait, chaque flèche qui traversait la pierre, chaque feu jeté au flanc d'un chariot produisait un effet multiplicateur. Les échos dans le défilé prenaient la douleur et la diffusaient. La bataille de Hamtu se déroula en quelques heures, mais sut condenser des semaines de stratégie. Tout commença par le signal attendu. Chan Hung-dao, depuis une des hauteurs, observa le flux ennemi. À un bref geste, les premières pierres furent lâchées. Elles roulèrent, non comme des éléments indifférents, mais comme des juges, descendant avec force, renversant les charrettes, broyant des équipements. Les chevaux, effrayés, s'emballèrent et se cabrèrent, provoquant des chutes en chaîne. Les rangs se désorganisèrent. À ce moment, les archers vietnamiens, depuis leur perchoir, attaquèrent avec une précision impitoyable. Ils ne visaient pas la masse proprement dite, mais les points de rupture. Mains qui tenaient les guides, hommes qui maintenaient les bêtes, visages exposés. Les javelots allèrent au cœur des chariots, et les lanières de cuir qui retenaient un carquois furent cisaillées. Il y eut des cris, mais la plupart furent engloutis par la pierre et le métal qui s'entrechoquaient. Les Mongols, pourtant rompus au combat, ne purent que tenter de manœuvrer dans un espace où la manœuvre était un luxe. Les ordres perdirent leur force, l'élan fut brisé. Togan, le commandant, fit ce qu'un chef doit faire dans ces cas-là. Il voulut restaurer la discipline et relancer la cohésion. Il monta sur une butte pour faire face, son haleine occupant un espace court et précis. Mais même ces gestes pourtant imposants furent bientôt noyés par la violence des éléments.
Une pierre lourde, détachée volontairement plus haut, roula et vint heurter un corps, puis un autre. Des flammes s'élevèrent à plusieurs points, provoquées par des combustibles précédemment déposés dans des positions clés. À mesure que la mêlée s'épaississait, les archers vietnamiens s'étaient rapprochés pour tirer dans la confusion et empêcher toute reformation des lignes. Le combat se fit corps à corps, au couteau, au fer de pique. Les stratèges vietnamiens, conscients du prix humain, avaient ordonné de frapper les points de contrôle plutôt que de pourchasser la destruction aveugle. Mais l'étau se refermait inexorablement. Togan trouva la mort au cœur de la tourmente. Les récits divergent sur les détails. Certains disent qu'il fut percé par une volée de flèches, d'autres qu'une pierre l'atteignit. La disparition du commandant fut un signal catastrophique pour la cohésion ennemie. Sans leader, les lignes se désagrégèrent comme un tissu qu'on tire trop fort. Le carnage prit une forme organisée, non pas une curie indiscriminée, mais un écrasement militaire si complet que la colonne se délita en fragments, puis en lambeaux. Des groupes tentèrent de se frayer un chemin, d'autres levèrent des drapeaux blancs, implorant la clémence. La clémence fut rare dans le chaos. La bataille n'était pas une sanction pour un crime individuel, mais l'application froide d'un principe stratégique, réduire la capacité opérationnelle de l'envahisseur jusqu'à le rendre inoffensif. Les chiffres arrivent ensuite lourds et difficiles à appréhender. Les chroniques parlent d'un effondrement massif. On évoque que des dizaines de milliers de guerriers entrèrent au début de la campagne et que, au sortir de l'enfer, les survivants ne formaient qu'une fraction de cette force. La transcription dont nous disposons évoque des nombres précis, 30 000 guerriers au départ, environ 400 navires, et raconte qu'un maigre contingent rentra finalement par la mer. Les annales nationales et les récits étrangers diffèrent sur les totaux. Certains historiques avancent que moins de 5 000 revinrent, d'autres avancent des proportions plus généreuses. Il importe de rappeler ici la prudence historiographique. Ces chiffres sont marqués par l'exagération possible et la politique de récit. Mais la tendance est nette, l'expédition mongole subit des pertes si graves qu'elle perdit sa capacité de menace à court terme. Le triomphe tactique eut des conséquences immédiates et lointaines. À la cour de Kublai Khan, on dit que la nouvelle arriva comme un coup porté à l'orgueil impérial. La cour envisagea, puis retira, le projet d'une 4e invasion majeure dans la péninsule vietnamienne. La logistique d'un tel projet, après un revers de cette ampleur, paraissait insupportable. Dans l'immédiat, la retraite des survivants fut marquée par un mélange d'humiliation et d'épuisement. Pour Dai Viet, la victoire fut double. Elle assura la survie politique immédiate et renforça sur la longue durée la légende guerrière et l'idée que la connaissance du terrain et la patience pouvaient briser l'expansion impériale. Mais la victoire ne fut pas sans prix. Les récifs du fleuve Bac Dang et les pentes de Ham Tu devinrent des cimetières. Les disparus ne furent pas tous enterrés avec honneur, beaucoup restèrent exposés, avalés par la vase, noyés dans la mémoire. Les temples bâtis après les événements, les inscriptions, les commémorations, les fêtes annuelles, tout cela témoigne d'un besoin humain de faire sens et d'honorer le sacrifice. Des stèles furent plantées, des offrandes déposées et des poèmes furent composés. Le nom de Chen Hungdao entra dans le panthéon des stratèges. Il fut loué non seulement pour la victoire, mais pour le fait d'avoir su mobiliser une nation entière, d'avoir transformé le peuple en tactique et la patience en armes. Au fil des siècles, la bataille prit une valeur symbolique. On enseigna aux futurs officiers que la supériorité numérique n'est pas absolue, que le terrain, la logistique et le temps sont autant d'armes que l'on peut modeler. Des générations plus tard, des écoles militaires d'Extrême-Orient reprirent cet enseignement. Un bon général ne combat pas seulement avec ses soldats, mais avec son pays entier. Et les leçons de Bac Dang dépassent le cadre régional. Partout où la connaissance intime d'un territoire se conjugue à la vigilance collective, il devient possible de défendre un pays face à un adversaire matériellement supérieur.
Son récit, simple et sans flot d'héroïsme, donna aux générations suivantes un modèle. La défense n'est pas toujours une charge glorieuse, parfois elle se cache dans la minutie du travail nocturne. La mémoire collective façonna des rituels. On érigea des stupas et des pavillons près du Bagdang. On institua des jours de commémoration où les officiers prenaient des cours sur la lecture des marées. Les vieilles cartes de la région devenaient plus que des outils, elles étaient des manuels de survie. Les jeunes qui étudiaient ces cartes y trouvaient non seulement des lignes et des profondeurs, mais l'empreinte d'hommes et de femmes qui avaient su intégrer la nature dans leur tactique. Au niveau politique, la victoire offrit à Dai Viet non seulement la sécurité immédiate, mais une marge de négociation stratégique longue durée. Kublai Khan, malgré la puissance de son empire, fut contraint de reconsidérer sa stratégie d'expansion. L'empire mongol continua d'exister, mais la péninsule devint pour lui une zone où l'effort d'occupation ne promettait plus un bénéfice commensurable à l'investissement. Ainsi, au-delà du champ de bataille, la stratégie secrète produisit un effet dissuasif durable. Quel héritage au-delà des frontières! Le récit de Bagdang s'inscrivit dans une mémoire régionale partagée. D'autres peuples virent dans cette victoire un modèle de résistance face à des assauts supérieurs. Mais l'histoire fut aussi inscrite dans une morale civique. La défense d'un territoire ne relève pas uniquement de l'armée, mais de la société entière. C'est une idée qui traverse les siècles et qui parle au moment où une nation doit convertir l'ingéniosité collective en résilience. Avant de conclure, quelques remarques sur la manière de présenter cette histoire à un public moderne. Pour rendre la stratégie compréhensible, il est utile d'alterner images et explications. Une animation montrant le cycle des marées, la coupe transversale des pieux et leur inclinaison vers l'aval donne à l'œil non spécialiste l'intuition du mécanisme. Une carte animée, retraçant la marche des forces terrestres et les points d'embuscade, clarifie les choix stratégiques. Des insertions de voies reconstituées, identifiées comme telles, d'un pêcheur, d'un archer et d'un guerrier mongol, permettent d'humaniser sans falsifier. Enfin, des plans rapprochés sur objets, pieux, nœuds, traces de boue, rendent tangible ce qui, dans un récit purement numérique, resterait abstrait. La conclusion est simple et double. Simple parce que la stratégie secrète demeurera dans l'imaginaire historique une leçon claire. La connaissance du terrain, la patience et la mobilisation civique triomphèrent de la force brute. Double parce qu'il faut reconnaître la nuance. La victoire vint avec une dette humaine énorme et fut inscrite dans des mémoires complexes, où la fierté coexiste avec le deuil. La transformation d'un fleuve en arme et d'un peuple en système de défense fut un acte d'ingéniosité, mais il fut aussi pour beaucoup une source de douleur. Voici la stratégie secrète qui a anéanti la grande armada mongole, non pas une tactique isolée, mais l'emploi concerté du temps, du bois et de la connaissance. Un ensemble de gestes discrets, planter des pieux, lire la marée, harceler patiemment, choisir une gorge pour l'écrasement final, qui, mis bout à bout, firent plier une force qui pensait dominer le monde. C'est une histoire de stratégie, oui, mais c'est aussi une leçon d'humilité. La nature et la mémoire d'un peuple, bien comprises, deviennent des armes plus durables que 1000 bateaux. Si ce récit vous a plu et que vous voulez explorer d'autres batailles où l'ingéniosité a vaincu la supériorité matérielle, regardez notre prochaine vidéo sur l'évolution des tactiques navales en Asie et la manière dont ces leçons ont traversé les âges. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les grandes stratégies et souvenez-vous, derrière chaque victoire, il y a des visages, des gestes humbles et souvent un temps d'attente que seuls les patients savent gagner.